Notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. On va commencer. Vous m'avez baptisé chef de file, c'est un nouveau titre. Ah ben on verra comment on doit vous baptiser. On va parler de Montrez-moi l'Ukraine. vite la file. On va parler de l'Ukraine. Oui. Vous avez vu cette image du pont de Crimée en feu Oui. hier. L'armée ukrainienne reprend par ailleurs du terrain sur l'armée russe. Il y a eu 17 morts ces dernières heures dans des bombardements à Zaporijjia où il y a une centrale nucléaire. En tant que responsable politique français, tout cela vous inquiète-t-il ? Par la force des choses, comme tout le monde, comme tous ceux qui regardent l'actualité, je pense qu'on devrait d'ailleurs pouvoir en discuter en profondeur à l'Assemblée nationale, plutôt que seulement sur les plateaux de télé, où j'entends se tenir des propos belliqueux qui sont faciles à tenir de loin. La vérité, c'est que M. Poutine a envahi l'Ukraine et maintenant il nous menace d'une guerre nucléaire. Et je le redis, il faut prendre, à mon avis, il faut prendre le problème par le bout par lequel on peut commencer à le dénouer, me semble-t-il. Il me semble que la question de la protection des centrales nucléaires est une occasion de commencer ou d'avoir un dialogue, de co-organiser quelque chose et avec des Russes qui décideraient de baisser la garde, au moins sur ce sujet. Car si les centrales nucléaires ne sont pas entourées de casques bleus de l'ONU, le risque est grand qu'elles finissent par prendre un coup et que la catastrophe alors se répande sur toute l'Europe. Ce serait l'occasion de faire une force d'interposition, quelque chose comme ça. Oui, mais on commencerait par un bout, si vous voulez, qui serait acceptable par les deux parties. Car vous avez vu l'escalade qui a été faite récemment. Ça a été le gazoduc Nord Stream qui a été saboté, puis là le pont en Crimée. C'est, du point de vue des Russes, c'est sur leur territoire national. Naturellement, nous, le reste de l'Europe n'a jamais accepté cette idée-là. Mais en attendant, il ne faut pas simplement se soucier de ce qu'on croit soi, il faut voir ce que pense l'adversaire. Et M. Poutine est dans une escalade. Et les milieux oligarchiques russes de droite, d'ultra-droite, sont en train de gagner du terrain dans son gouvernement. Donc, juste un mot pour terminer. Je veux le redire parce que je sais qu'on est très écoutés. Les Français ne font pas la guerre au peuple russe. Les Français s'opposent à l'invasion d'un pays par la Russie de M. Poutine. C'est très important parce que les opposants russes nous demandent tous de le dire et de le répéter. Non, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe. Nous sommes opposés à ce que fait M. Poutine en Ukraine. Lors de la réunion de la communauté politique européenne de Prague, vendredi, Emmanuel Macron a confirmé l'intention de la France d'envoyer du matériel militaire à l'Ukraine. Alors la France n'est pas le plus gros contributeur actuellement. C'est les États-Unis et le Royaume-Uni dans un premier temps. Êtes-vous favorable à ça ? Bon, moi j'évite de contredire la parole de mon pays quand on est en pleine guerre. Je le fais avec mesure, parce qu'on ne va pas offrir à Poutine le plaisir de dire « mais ils se disputent entre eux ». Alors il faut faire très attention, je pense que le président de la République en est tout à fait conscient. Il ne faut pas que la France apparaisse comme co-belligérant, parce qu'alors ça veut dire que la guerre commence. Mais il faut un débat à l'Assemblée là-dessus, par exemple ? On pourrait discuter, mais en ayant tous les éléments en main qui nous permettent d'apprécier la situation. Vous savez, souvent les gens pensent qu'on perd son temps à l'Assemblée. Mais voyez-vous, si on avait pu discuter sérieusement de notre présence au Mali, une fois qu'on y est entré, il fallait discuter de savoir à quelles conditions on en sort. J'ai répété ça je ne sais combien de fois en disant les Maliens sont chez eux au Mali. Et donc, si nous devons ressortir, qu'on nous dise à quelles conditions. Résultat, nous sommes partis, mais vraiment dans des conditions effroyables, et nous sommes partis le 15 août dernier, quasiment chassés par le pouvoir putschiste qui est en place et qui parle des Français d'une manière inacceptable à la tribune des Nations Unies. En tout cas, en France, en ce moment, plus d'essence dans les stations-service et en plus, il va falloir faire des économies d'énergie. Le gouvernement a dévoilé cette semaine tout un tas de conseils pratiques pour les Français. Et puis un autre chantier risque de faire débat, c'est évidemment celui des retraites. Près de 20% des stations sont à sec et les Français râlent. Là, il me reste, voilà. Je peux faire encore 10 km, c'est tout. Moi, c'est une galère. Ça fait 5 stations que je passe total. Il n'y a pas de gasoil, Mais il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important. Il n'empêche, sur les 8 raffineries françaises, seules 2 sont encore en activité. Chez Total et Exxon, les grèves du personnel ont été reconduites pour le week-end. Toutes les expéditions sont stoppées. Donc il n'y a plus rien de sort de la raffinerie aujourd'hui. Les syndicats réclament 10% d'augmentation de salaire pour compenser l'inflation. Les actionnaires de Total Energy vont empocher, eux, plus de 2,5 milliards de dividendes après une année de bénéfices records, ce qui fait tousser au gouvernement. J'appelle les entreprises concernées, qui pour la plupart ont quand même de bons résultats au moment où on se parle, à considérer aussi les demandes d'augmentation de salaire. Pour ne pas bloquer le pays, Emmanuel Macron en appelle lui à la responsabilité. Mais de qui ? Des Français, des grévistes ou des pétroliers ? Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire.
Pas de panique non plus chez les fournisseurs d'énergie convoqués à Bercy. Ils signent une charte de bonne conduite et échappent à la taxe sur les superprofits. On dit juste que les énergéticiens ne peuvent pas profiter de manière indue d'une rente liée à des prix délirants. Il ne reste plus aux Français qu'à apprendre les bons gestes pour économiser l'énergie. Fermer les rideaux, non. Débrancher les prises, non plus. Chambre à 17 degrés, non. Sinon, je vais finir par mourir un jour de froid, moi. 15 mesures gouvernementales et un slogan devraient les y aider. Je baisse la température, par exemple. J'éteins. Je décale. Plus difficile dans ce contexte pour le gouvernement de vendre la réforme des retraites. Alors, entre un passage en force à l'Assemblée et la mobilisation de la rue, la gauche communiste imagine l'appel au peuple. Un outil simple est à notre disposition. La motion référendaire, et je vous annonce que nous allons l'utiliser. Jean-Luc Mélenchon va revenir sur les retraites tout à l'heure. Pour l'instant, il y a les Français qui s'inquiètent d'une panne sèche qui n'est plus assez d'essence. Est-ce que, pour vous, c'est le gouvernement qui est responsable ou est-ce que ce sont aussi, pourquoi pas, les syndicats qui bloquent Total? C'est ce que dit un peu Laurent Berger de la CFDT. Oui, bon. J'accepte, c'est un débat tellement habituel que le revoilà qui revient sur la table. Sérieusement, l'État n'a rien prévu et rien organisé. Dans la campagne présidentielle, j'avais expliqué que notre intérêt était de discuter avec les Algériens tout de suite, puisque eux ont du pétrole et du gaz, et nous avons le blé dont ils ont besoin. Donc on aurait pu faire un bon échange et planifier. Le gouvernement n'a rien prévu. Article 1. Article 2. Monsieur Macron était président de l'Union européenne. C'était donc le moment où il aurait pu, lui, prendre l'initiative de dire aux producteurs de pétrole « Ok, vous êtes un syndicat de producteurs de pétrole, mais nous, on est un syndicat de consommateurs. Et par conséquent, nous vous disons, nous bloquons le prix du pétrole, et si vous ne voulez pas nous en vendre... » Au niveau européen. Au niveau européen. Donc c'est la bonne méthode de bloquer au niveau européen. Il aurait pu parfaitement le faire. Mais c'est ce qu'il veut faire encore. C'est ce qu'il dit. D'accord. Mais permettez quand même, avant de chanter sa gloire sur tous les tons, qu'on commence par remarquer que, comme d'habitude, rien n'est prévu, rien n'est organisé. Bon, il a peut-être reconnu sa faute. Alors, c'est pas trop son genre. Aujourd'hui, on envoie 16 ministres en Algérie, on nous dit qu'on parlera de tout sauf du gaz et du pétrole. C'est bête parce que c'est justement là qu'il y a un problème. Donc, commençons par nous demander, puisqu'on nous demande qu'il faut faire des économies, déjà comment on fait pour bloquer le prix du pétrole. Et je repropose le blocage des prix. Je dis mais on comprend que c'est la NUP qui l'a proposé. Alors, sur ces sujets-là, il y a urgence. Et est-ce qu'on pourrait, pour une fois, essayer d'organiser les choses à l'avance? En ce moment, on nous dit les gens doivent baisser la température. Bon, les ménages, c'est 30% de la consommation de gaz. 38%, c'est les entreprises. Donc, on pourrait peut-être se demander, pour une fois à l'avance, comment on peut faire pour faire baisser la consommation. C'est les entreprises qui devraient faire plus d'économies, si je vous entends? C'est d'abord à elles d'en faire, parce que c'est elles qui consomment le plus. Et puis, si vous voulez... Au risque de réduire la production, au risque d'avoir des conséquences économiques. Non, quand vous éteignez les parkings la nuit, vous ne réduisez pas la production. Quand vous interrompez l'informatique... la nuit, vous ne faites pas baisser la production. Non. Et puis, au lieu de donner de l'argent aux entreprises, comme on l'a fait je parle des grandes entreprises, comme on l'a fait, sans contrepartie, on ne leur a rien demandé en échange. Pour une fois, on pourrait leur dire, cette année, vous allez investir un tel pourcentage de vos bénéfices plutôt que de le donner en dividendes. Il est temps d'acheter les machines qui consomment moins d'énergie. Il est temps d'utiliser les process Vous parliez de la NUP, justement, qui a lancé une pétition pour l'organisation d'un référendum d'initiative partagée pour taxer les superprofits. Alors, quand vous dites ça à la NUP, on entend Total, par exemple. Vous espérez, la NUP, 15 à 20 milliards qui pourraient sortir de cette taxe. À quoi irait cet argent? Est-ce que c'est pour aider les Français à se chauffer, à remplir leur voiture d'essence ou pour autre chose? Est-ce que c'est pour le quotidien ou pour autre chose? Commençons d'abord par dire que les super-profits sont une réalité. Monsieur le maire, à un moment donné, a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Bon, on va lui expliquer. C'est quand ça dépasse le 25% de la moyenne des profits qui étaient faits dans les années avant. S'il vous plaît, un instant quand même. Quand 5 personnes possèdent autant que 27 millions, on peut se demander qu'est-ce qui justifie qu'un milliardaire de ce pays ait gagné en un an 30 milliards. Où irait l'argent que vous récolteriez là-dessus? Déjà, pour commencer, il faut le récolter. Donc déjà, il faut se mettre d'accord là-dessus. Parce que le rapporteur Manuel Bompard, qui est un membre éminent de la France Insoumise, de cette proposition, pour l'instant, il n'a pas eu encore l'accord de toute la commission. Nous allons voir la semaine prochaine comment tout ça se termine et si c'est adopté ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais il y a 1000 idées, vous savez, de l'argent dans ce pays, on en a besoin pour réparer l'hôpital, l'école, bref. Est-ce que ça servirait au quotidien des Français? C'est ça si on me demande mon avis à moi... Oui, c'est ce que je vous demande. Si, supposons que ce soit moi qui soit à ce moment-ci le Premier ministre, je dirais, bon, vous passez tous à la caisse, il y en a pour 20 milliards, et avec les 20 milliards,
je donne à manger gratuitement à tous les enfants de France, dans toutes les cantines de France. Parce que nous sommes en situation de détresse. Aujourd'hui, le problème, c'est pas de savoir si on va mettre la deuxième couche de peinture. La question qui est posée, c'est que les gens ont faim et ont froid. Et je le redis très fermement, des milliers et milliers de gens ont faim et des millions de gens vont avoir froid parce qu'il y avait déjà 12 millions de personnes qui n'ont pas pu se chauffer l'année dernière. Donc, si vous voulez dans le quotidien, vous pouvez par exemple, il y en a pour 400 millions, payer les feuilles qui permettent de doubler les vitrages là où il n'y a pas de double vitrage. Donc ça irait à ça plutôt. Mais vous voyez, il y a des choses qui concernent le vrai état d'urgence du pays. Mais le vrai état d'urgence du pays, c'est la misère. C'est pour ça que j'ai comparé à la marche des femmes qui allaient à Versailles, parce que c'était leur situation. On va y venir, parce que les retraites, justement. Alors ça, c'est une réforme que le gouvernement veut mettre en place début 2023, selon son calendrier. L'idée, vous avez vu, d'un référendum sur le projet de réforme des retraites est relancée, là, notamment par des députés. Vous souscrivez à ça ? Je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça, puisque... Vous seriez favorable à un référendum sur les retraites ? Pourquoi pas ? Enfin, vous vous rendez compte de ce que va décider ce monsieur tout seul avec ses copains. Ils vont décider que vous irez travailler 2 ans de plus. Et il y en a même un qui dit « Non, ça suffit pas, il faut aller jusqu'à 67 ans. » C'est Édouard Philippe aujourd'hui. Oui, c'est Édouard Philippe. Mais il est bien membre de la majorité de monsieur Macron. Donc personne était porteur de l'ancienne réforme. Voilà, on ne peut pas croire qu'il parle comme ça parce qu'il a envie, à moins qu'il y ait une division à l'intérieur de la majorité. Alors c'est un projet caché pour vous ou il y a division de la majorité ? Je ne sais pas, parce qu'on ne parle jamais des divisions de la majorité. Et les journalistes passent leur temps à essayer de voir s'il y en a à la NUPES. Mais à mon avis, tout ça est une cohorte improbable. Ces gens ne savent plus vraiment ce qu'ils sont en train de faire, à part donner des signaux très durs. Donc c'est une division. Comme la retraite. Évidemment, ils ne sont pas d'accord entre eux parce qu'il y a un concours à qui va être le plus brutal. Et d'une manière générale, il se passe en France, ce qu'on a observé en Suède, ce qu'on a observé en Italie, c'est-à-dire l'alignement du centre sur la droite et l'extrême droite. Les trois vont finir par faire un bloc. Dimanche, ce sera la marche pour le pouvoir d'achat, contre l'inaction climatique, mais aussi il y aura l'assurance chômage, il y aura les retraites, il y aura tout ça là-dedans. Est-ce que vous pensez faire reculer le gouvernement avec cette marche ? Déjà, c'est une démonstration de force, je l'espère. Vous avez des indications qui vous permettent de dire qu'il y aura du monde ? Je le pense, parce que je n'ai pas eu l'impression que le pays baignait dans la joie et l'enthousiasme à l'égard du pouvoir. Après, il faut que les gens manifestent, c'est autre chose. Alors, oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a de la résignation. Il y a aussi la peur du lendemain. Beaucoup de gens sont complètement absorbés dans leur survie. Mais c'est notre devoir à nous, opposition populaire, je vous rappelle que ça s'appelle Union populaire, opposition populaire, d'appeler le peuple à agir. Le peuple, c'est pas que les salariés. Les syndicats ont appelé à des actions de salariés, mais il faut aussi inclure les étudiants, les lycéens, qui ne sont pas des travailleurs, les retraités, les chômeurs. Et vous pensez faire reculer le gouvernement grâce à cette mobilisation ? Soyons clairs, si nous sommes très nombreux, bien sûr que ça va les obliger à réfléchir. Si nous ne sommes pas assez nombreux, alors la télé et la préfecture de police va annoncer dès le soir qu'il n'y a personne à la manif, comme d'habitude. Mais nous, on saura bien, on aura vu. Et si nous avons une bonne marche, peut-être que les dirigeants de la NUPES décideront qu'ils renouvellent cet appel, qu'ils vont le faire de nouveau. Peut-être que... À moins que le gouvernement ne sorte le 49.3 d'ici là. Oui, on va voir. Mais c'est une vie politique. Oui. La vie politique, c'est pas juste la vie des assemblées. Dans la démocratie, il y a la démocratie sociale. Il ne faut pas non plus considérer que dès qu'on parle de faire une manif dans la rue, c'est un appel à la violence. Est-ce que vous voulez aussi en faire une démonstration de force de la NUP ? Montrer que la NUP est encore unie ? Alors, non, mais moi... Parce qu'il y a des nuances sur certains sujets. Votre tweet que vous évoquiez tout à l'heure, il a fait grincer des dents chez certains. Il y en a partout, et puis c'est souvent des formes, des questions de forme plutôt que de fond. Sur le fond, l'attelage est très solide, il a tenu le coup. On nous avait dit, vous allez voir, à la première session, il n'y aura plus personne. Non, on est toujours là, et on est toujours unis. Mais ce n'est pas une démonstration. Écoutez-moi, ce n'est pas la manif de la NUPES. Ce n'est pas la manif des Insoumis, ce n'est pas la marche de M. Mélenchon. C'est la marche du peuple qui a faim, qui a froid, qui veut être mieux payé, qui est en train de se faire voler 10% de son salaire quand il a un salaire par l'inflation. C'est la marche Cette marche n'appartient à personne. En référence à la Révolution française, toujours ? Alors, moi j'ai toujours utilisé la Révolution française comme un modèle, parce que pour moi c'en est un. Mais ça fait gloups chez certains. Oui, OPS, mais parce que Europe petit Écologie à Les petit Verts. s'est répandu quelque chose d'odieux. Le président de la République peut regretter la disparition du monarque, mais quand vous faites référence à une manifestation, qui plus est de femmes, alors là on vous accuse d'être sanguinaire et tout. Ces femmes n'ont tué personne, personne n'a été guillotiné. Donc ce sera une manifestation sans violence le 16 octobre. Pourquoi est-ce qu'on organiserait des violences ? La violence, c'est le rêve de Macron.
C'est lui qui espère qu'il y a de la violence. C'est ce que passait son temps, M. Lallemand, a provoqué. Des violences, des brutalités. C'est eux qui rêvent de ça, c'est pas nous. Nous, on fait des choses, on veut les faire tranquillement. Mais permettez-moi quand même de rire un bon coup avec vous. Parce que comme ils m'ont sauté dessus sur cette histoire du 5 et 6, parce que maintenant, quand on parle de la Révolution française qui a créé la République et les droits de l'homme, on se fait railler. Figurez-vous que les Jeux Olympiques de 2024 organisent le marathon, vous voyez, des Jeux, qui est l'épreuve suprême, hein, en faisant la marche des femmes de aller-retour à Versailles, en hommage à cette marche. Alors, je me permets de dire à tous ceux qui font les bons esprits, qui trouvent génial les marches de femmes en Iran, qui sont géniales en effet, de trouver également génial le modèle historique qui nous est donné. Voilà. Ça ne va pas plus loin. Mais moi, ce que je dis aux Français, elles avaient du courage, ayez du courage, ne vous laissez pas faire, marchez. Faites mieux, comme vous dites. Oui, parce que c'est le fondamental. C'est le nouveau slogan. Parce que c'est le fondamental de l'humanisme. C'est l'homme est perfectible. Jean-Luc Mélenchon, il y a un peu plus de 5 mois, vous étiez, c'est la première fois que vous aviez dit faites mieux d'ailleurs, vous étiez à 400 000 voix de vous retrouver au second tour de la présidentielle. Depuis, vous continuez à intervenir dans le débat politique dans un rôle à inventer ou à définir, parce que vous parliez de chef de file tout à l'heure, on va y revenir. Comment rebondir quand on a incarné l'union de la gauche et même un virtuel Premier ministre? Je suis en retrait, pas en retraite. Et je ne suis pas mort, si c'est la nouvelle qu'il faut diffuser. Jean-Luc Mélenchon toujours là, mais pas élu. Alors, absent de l'hémicycle, il tient meeting en cette rentrée et rappelle à tous comment tenir ensemble. La NUPES, c'est pas facile à faire. Il y a eu union parce que le programme sur lequel nous nous sommes accordés est un programme de rupture avec la domination du système productiviste. Une union ébranlée aussi lorsque le chef de file des Insoumis soutient son ami Adrien Quatennens, député du Nord, au moment où celui-ci reconnaît des violences conjugales. Malaise en interne, tandis qu'à l'Assemblée, son groupe subit les attaques de la majorité. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Ambiance houleuse et sanctions. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. C'est aux côtés d'un autre fidèle, le député Manuel Bompard, qu'il retrouve la rue, Marseille, son ancien fief. Il évoque une prochaine dissolution, peut-être l'envie d'un retour dans l'hémicycle. Vous êtes un boss, monsieur. Jean-Luc Mélenchon, vous n'êtes pas à l'Assemblée. Quand vous voyez ça, vous dites « Ah, c'est bien, ça dispute, il y a du débat ». Vous n'y êtes pas. S'il y avait dissolution, parce que tout est dans l'air, est-ce que vous pourriez repartir vous représenter? Ah non, je pense que... C'est fermé définitivement. Les circonstances me permettent de le faire. Je pense que la responsabilité d'un dirigeant politique, et qui plus est, dans mon rôle spécial, de fondateur, c'est de créer plus grand que soi. Or, aujourd'hui, le groupe, comme il est, des Insoumis, mais de la NUPES, mais des Insoumis à 75, n'a pas besoin de moi. Je peux donc me consacrer aux tâches pour lesquelles, pour l'instant, je ne suis pas remplacé. Tout à l'heure sur les tâches, mais c'est une rentrée qui a été bousculée par ce qu'on appelle l'affaire Quatennens, qui a éclaté il y a 3 semaines. Adrien Quatennens, un de vos proches, qui ne siège plus en tant que député, mais qui est toujours député. Est-ce que c'est tenable longtemps comme ça encore? Alors, j'ai cru comprendre qu'il faisait l'objet d'un arrêt de maladie, et vous savez que les députés ont aussi le droit d'être malades. De même que, ça n'est pas comparable, ce n'est pas une maladie, mais de même que les députés qui sont des femmes, qui sont enceintes, ont droit à un congé de maternité et à être remplacés par leurs suppléants. Il y a une proposition de loi qui a été déposée. Bon, donc voilà pour ce qui est de l'absence que vous constatez à cette rentrée. Donc ça peut tenir, cette situation, vous croyez? Moi, je pense qu'il doit revenir. Alors, vous savez, vous avez déjà eu 3 semaines de lynchage d'Adrien Quatennens. On n'a tenu aucun compte de la parole de sa femme, ni de la mienne. Bon, au passage, on m'a mis dedans. À la fin, on croirait que c'est moi qui suis coupable. Bon, tout ça, c'est la politique habituelle. Qu'il revienne sur les bancs de l'Assemblée, Mais enfin, oui, et je souhaite surtout que cesse le lynchage qui a été fait de lui. Parce que ça, non, c'est un lynchage. C'est une sorte de répétition de gifles politiques qui lui sont données du matin au soir dans tous les médias. Alors moi, j'ai dit mon affection pour lui, c'est un des plus brillants. Alors il faut, mais elle ne le souhaite pas que je m'exprime à propos de son épouse. Je lui dis aussi mon affection. Je ne suis pas partie prenante de leur divorce, qui apparemment se passe mal, mais je veux surtout dire que Adrien Quatennens est un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans la dernière période. Il a le droit, non pas à la violence, bien sûr que non, et ce n'est pas un violent, parce qu'il a été violent une fois.
Et il y a de cela plus d'un an. Il n'a jamais recommencé cette violence. Il a le droit aussi à, comment dire, la graduation des peines qui lui sont infligées. En fait, vous dites, il peut revenir à l'Assemblée nationale, il doit même revenir à l'Assemblée nationale, et il peut s'exprimer à l'Assemblée. Ben évidemment. Écoutez, ou alors maintenant, vous êtes devenu, mais ça m'étonne pas, hein, c'est la cléricature journaliste décide... Parce que Sandrine Rousseau a dit pour Julien Bayou, il peut revenir, mais il n'a pas le droit de parler. C'est à vous que je m'en prends. Oui, d'accord, mais je vous explique pourquoi je vous pose la question. Je ne vais pas commencer à créer sur ce plateau des incidents dans la pourquoi je pose la question. Oui, mais moi je vous explique pourquoi je vous réponds comme ça. Parce que vous avez tous les traits du clergé d'Ancien Régime. Lui non plus, il condamnait personne, hein. Mais il établissait qu'il y avait eu un péché de commis, et ensuite il disait ce pécheur est transmis à la justice séculière, qui le brûlait ou lui arrachait la langue ou je ne sais pas quoi. Alors, donc là, s'il vous plaît, arrêtez de lyncher Adrien Quatennens. Alors, arrêtez d'en parler, laissez cette chose se régler. Maintenant, tout le monde a dit tout ce qu'il avait à dire. Bien. Et vous n'avez aucune expérience de la vie si vous ne comprenez pas qu'il faut savoir s'arrêter à certains moments. On va parler de vous, parce que vous disiez chef de file de France Insoumise, comme vous y allez. Ben justement, Astrid de Villene du HuffPost est avec nous, chef du service politique, pour savoir un peu plus sur vous. Bonjour Astrid. Bonjour Francis, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Adrien Quatennens, on vient d'en parler, il est en retrait de la coordination de votre mouvement, la France Insoumise. Vous n'avez plus aucune fonction politique officielle. Qui dirige la France Insoumise aujourd'hui? C'est curieux que vous me le demandiez 4 ans après sa fondation, que dis-je, 6 ans. Qui dirige la France Insoumise? Eh bien, c'est sa coordination, laquelle est constituée de gens qui sont élus par secteur. Alors, nous créons des directions... Qui y a par exemple? Plein. Alors, Philippe Juravert, qui est le co-responsable avec Marina Mesure. Il n'y a pas une personne à la tête? Si, il y a un coordinateur, mais à la tête, non, il n'y a personne. Tous les responsables, écoutez-moi bien, parce que cette comédie a assez duré, tous les responsables de la France Insoumise, tous sont élus. La présidence du groupe à l'Assemblée nationale est élue ainsi que tout le bureau. La présidente, à chaque fois c'est une présidente, de notre délégation au Parlement européen est élue par les députés. La coprésidente du groupe Laguet est élue par les députés. Je vous prends un tout exemple. Le monde est élu et Adrien Quatennens a été élu par la coordination sur la base d'un mandat de notre Assemblée représentative. Il n'est plus là en ce moment. Si Emmanuel Macron, comme ça arrive parfois, convoque tous les chefs de parti à l'Élysée, qui ira pour la France Insoumise? Je ne sais pas. Ce ne sera pas vous? Ils vont s'en... Ah non, certainement pas. Vous êtes en retrait? Ah non, moi je suis en retrait. Mais il faudrait pour ça qu'un jour vous vous intéressiez à ce qu'est le mouvement insoumis, pas pour plaquer la grille des partis habituels, mais pour voir comment nous fonctionnons. Après tout, ça mérite de l'intérêt. Ce sera qui alors? Oui, un parti qui réussit à avoir 75 députés en partant de 17 et 22% à l'élection présidentielle, peut-être qu'il y a mieux à dire à son sujet qu'il est dirigé par un gourou sans démocratie. Votre rôle à vous dans les jours, les mois qui viennent, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, vous disiez chef de file, j'aime pas trop. Comment? C'est pas que j'aime pas trop, c'est que je vous regarde faire. Je sais pas comment dire. Alors, non, mais je comprends que vous sachiez comment dire. Moi non plus, je ne sais pas. Nous créons. Nous inventons à mesure que nous développons. Votre avenir? Moi, je vais prendre une tâche. Je ne veux pas être la poterie-mine de la maison qu'on met sur le bord de la cheminée et qu'on admire. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un militant, un homme engagé. Je pense pouvoir jouer un rôle utile en m'occupant de la mise en place de la fondation de la France Insoumise, qui est la fondation qui a été créée il y a 2 ans, qui s'appelle Étienne de la Boétie, qui est l'homme qui a écrit le fameux manifeste contre notre servitude volontaire. Donc c'est le premier des insoumis dans l'histoire. Voilà. Un rôle intellectuel, presque. Un rôle d'intellectuel, puis après, écoutez, non mais racontons pas, je ne vais pas raconter d'histoire. Je donne mon avis sur la tactique, sur la stratégie, à tous ceux qui me le demandent. Sûrement. Mais dans les manifs, mais encore heureux, c'est ma vie, c'est mon camp, c'est ma famille. Donc écoutez, ne vous souciez pas de moi, parce que je vais bien, je me porte bien, et je suis en plein dans un travail d'écriture que je n'ai interrompu que pour venir vous voir aujourd'hui. Ça dure 1 heure, ça va, Astrid. Alors, tous les partis, c'est une année assez politique dans les partis. Vous avez vu, il y a des congrès partout. À Renaissance, au Rassemblement National, chez les Verts, chez les Républicains et au PS. Les militants sont donc appelés dans ces partis à voter pour choisir leur numéro 1. Pas chez vous, pourquoi? Mais c'est vous qui avez inventé ça. Il n'y a pas de vote de militants pour choisir un... Ah bon, parce que pour vous... Un chef de file? Non. Non. Parce que nous ne voulons pas de la lutte des personnes. Je recommence parce que vous n'avez rien compris. Chaque secteur d'activité du mouvement insoumis désigne ses responsables, qui eux-mêmes désignent leur coordinateur national.
Voilà comment ça se passe chez nous. On a le droit, non? Oui, bien non, sûr, mais c'est pas la même chose. Que ça soit... Vous savez ce qu'il vous faut? Il faudrait qu'il y ait des belles batailles entre les personnes. Comme vous avez connu au PS autrefois. Non, oui, ça, vous avez c'était toujours le PS et c'était autrefois. Ça, vous avez toujours dit que vous n'avez pas de courant. Mais c'est vrai que pour parler, par exemple, de votre succession, peut-être qu'il faudrait un vote. Ah ben sûrement. Ma succession à quoi, s'il vous plaît? Candidat à la présidentielle. Bien sûr, on verra comment on fera à ce moment-là. Mais pardon, madame, mais je voudrais quand même vous dire que j'ai été investi par le mouvement insoumis dans une convention. Alors, après avoir demandé qui voulait, à part moi, être candidat. Donc, il ne faudrait pas non plus sans arrêt arranger l'histoire pour qu'elle corresponde à une vision étriquée, passéiste et dépassée de la forme du parti révolutionnaire d'avant-garde. Alors ça, c'est pour les communistes, et ça se termine par le parti social-démocrate d'avant-garde chez les socialistes. En 2027, en la présidentielle de 2027, est-ce qu'il faut un candidat ou une candidate unique de la NUP? Nous verrons. Et il faut d'abord que ça soit possible. Je préfère ne pas tourner autour du pot. La NUPES n'a été possible que parce que le programme était un programme de rupture avec le productivisme et avec le néolibéralisme. Par conséquent, une candidature commune en 2027 n'est possible que s'il y a un programme de rupture. S'il n'y a pas de programme de rupture, il n'y aura pas, en tout cas, moi je conseillerais de ne pas le faire, une candidature commune qui viendrait recommencer la tiédasse habituelle. Une dernière question. Vous avez sans doute lu Le Monde cette semaine qui publie une enquête sur 10 000 Français publiée par la Fondation Jean Jaurès et l'Institut de sondage Ipsos. Dans cette enquête, les Français perçoivent la France insoumise comme un mouvement plus dangereux que le Rassemblement national. Comment l'expliquez-vous? C'est à vous de l'expliquer. Vous avez fait ce qu'il fallait pour ça, puisqu'il y a eu un front uni de la presse, d'une partie de la presse écrite, n'exagérons pas, et de la presse audiovisuelle pour me diaboliser. D'ailleurs, en ce moment, depuis la rentrée... C'est la faute des médias. Oui, bien sûr. Les médias sont le parti organique de l'extrême droite parce que c'est eux qui font le boulot. Mais depuis la rentrée de septembre, nous n'avons pas entendu une seule critique sur la politique du Front National. Normal, il sert la soupe à Macron. Nous n'avons entendu qu'un effort énorme pour me diaboliser et diaboliser les insoumis. Merci, non, attendez, on peut dire un mot quand même. Les trois, on peut se réjouir d'une chose. Au moins qu'on ait eu le temps de le dire. Cette semaine, les Français ont eu 2 prix Nobel. Monsieur Alain Aspect en physique fondamentale et Madame Annie Ernaux en littérature. Nous pouvons au moins nous réjouir. La France est grande par ses grands esprits. Merci Astrid, merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre